yeah. Alhaji, Takino, yo, wona, na, say the love I see by your eyes, oh. Yo, I love you, baby, I don't think I'm twice. Your beauty making me to realize, baby, ce n'est pas, don't bring it life. La participation des communautés et de la société civile au processus stratégique pour la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Honorable Président, honorables députés, bienvenue. Je disais que sur ce plateau, nous allons réfléchir sur la participation des comités et de la société civile au processus stratégique pour la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Nous savons que le système éducatif est un des éléments très importants pour le développement de tout pays. L'éducation est une des cibles clés pour qu'un pays puisse émerger, puisse avancer. Étant donné que le système éducatif dans notre pays connaît aujourd'hui quelques hauts, mais aussi quelques bas, nous pensons nécessaire, comme société civile et dans le secteur de l'éducation, de nous rencontrer ici pour ces palabres, de nous rencontrer ici dans cette émission afin de changer un tout petit peu sur une thématique aussi importante. Raison pour laquelle nous vous accueillons avec plaisir et nous allons commencer notre émission. Ici, avant d'entrer dans le vif du thème, nous aimerions que nous puissions nous présenter afin de bien nous connaître et que cette présentation soit nominale. Il priait. Merci. Bon, on m'appelle Christophe Ndibeshi, ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Maintenant, je représente ce message, monsieur le gouverneur de province, en pêche. Je travaille aux affaires sociales mairie et je suis la représentante du maire en pêche aussi. Palou Kataka Emery, député provincial, élu de Butembo, et je parle au nom du président de l'Assemblée qui est en mission à Kinshasa. Honorable Mouteoule Moromoro Mutuel, député provincial élu de la circonscription du territoire de Nirago. Patient Pemele Jakiza, directeur de cabinet de ministre provincial de l'éducation, jeunesse, genre et enfants. Bonsoir à tout le monde. Je suis Juvenal Kambale Mwengawite, agent au service pédagogique de l'EPSP. Je représente le province. Yanikiro Michiki Pierre, inspecteur principal provincial adjoint chargé de culture scolaire. Je représente l'IPP en Belgique. Bonjour à tous. C'est Léonard Pandoran Toubilier qui représente le coordinateur provincial des écoles adventistes du 7e jour péché. Je suis chargé des services généraux. Merci. Bonjour à tous. Kakule Kaniki, chef de service général à la coordination provinciale des écoles professionnelles protestantes. Je représente le coordinateur provincial en péché. Bonjour. C'est Ali Birak, coordinateur provincial des écoles professionnelles islamiques. Présent. Bon après-midi. Moi, c'est Jacques Massongo Kontouka, chef de sous-division de l'EPSP Goma.
Gabriel Bahati Mtimatonda, sous-provet de Nyiragongo. Je m'appelle Adalbert Kiyenge, je représente ici les partis politiques de l'opposition du G7 au Nord Kivu. Bon après-midi. Ici c'est Mouraï Bahati Bor, je suis le chef de la chefferie intérimaire de Bukungu. Kivu 1 et je représente l'association des parents, d'élèves et étudiants du Congo. Madame Julienne Kassilamo, je représente la PEC provinciale Nord Kivu, mais je suis ici au nom du président. Je suis la secrétaire permanente du bureau. Etienne Moubi, pour l'association des parents, d'élèves et étudiants des écoles conventionnelles protestantes au Nord Kivu. Bon après-midi. Je réponds au nom de Jérusalem Kambale. Je représente le syndicat UMTC au Nord Kivu. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Alexis Kambere. Je représente la société civile. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Silim Kassé Symphorien. Je suis le représentant des synergies des syndicats des enseignants du Congo. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Maman Agnès Lunanga, vice-présidente du CONEPT. Sambura Kaego Aron, secrétaire provincial adjoint du syndicat national des écoles conventionnées catholiques Nord Kivu. C'est Salomon Soukatamer, je suis le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en Cycle. Je suis Mabouka Claude, président de la coordination territoriale de la société civile de Nyiragongo. Je réponds au nom de Louis Simoré Lumière. Je suis membre de CONEPT CVCP. On m'appelle Kinambandi Sabimana, protocole de l'Assemblée provinciale de Nord. Je m'appelle Toufi Natabou, je suis le président de l'association de volontaires du Congo, ASOCO en cycle. Bon après-midi à tous. Je réponds au nom de Toufi Nabilé. Bon, je suis activiste des droits de l'homme, chargé des affaires culturelles à ASOCO Goma. Moi, c'est Denise Bakmoja. Je suis membre du comité de veille de la CONEPT Nord Kivu. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Lida Cham. Je suis journaliste reporter de Michapi West TV. Je suis Freddy Bikoubi, Radio Kabi. Je suis Machoukano Stéphane, coordonnateur fédéral de Fonds citoyen de la République, membre de l'Assemblée. Merci. Comme de le dire, nous allons parler sur la participation des communautés et de la société civile au processus stratégique pour la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Sans trop tarder, nous devons devoir représenter les modalités pour la tenue de cette émission. J'aurais souhaité vous dire à tout un chacun que ici, nous nous trouvons représentés en différentes structures de la société. Nous avons les décideurs politiques, nous avons la société civile, nous avons les gestionnaires d'écoles, il y a la corporation des représentants du peuple et des responsables des partis politiques, nous avons les représentants des parents, nous avons le comité de la CONEPT, mais nous avons aussi la presse qui constitue une partie prenante dans la société civile. Nous avons les différents syndicats de travailleurs. Bonne soirée et j'aurais souhaité vous dire que nous ne venons pas polémiquer. C'est un échange comme communauté. Nous allons nous entraider et échanger des idées pour voir comment nous pouvons
donner le plus sur le système éducatif dans notre pays. Et donc, j'invite tout un chacun à ces apaisements. Nous allons parler dans une courtoisie, nous allons échanger dans la paix, dans le respect mutuel. Et donc, ce n'est pas une place, une émission politique, ce n'est pas une émission où les gens doivent se jeter des paroles blessantes, c'est une émission pour nous construire, c'est une émission pour nous compléter afin de donner un plus pour la construction du système. Et nous devons devoir commencer avec notre émission. Il y a un travail. La CONET, tel que vous l'avez lu sur les invitations, est une corporation des associations de la société civile qui œuvre pour deux principes majeurs. Le premier principe, c'est éducation pour tous. Étant un droit fondamental, l'éducation doit atteindre tout enfant, quelle que soit la situation, pauvreté, richesse, handicap physique, etc. Chaque enfant de la République a droit à une éducation de qualité. Le second point, c'est vouloir motiver la société civile. Ici, il y a des bureaux de la société civile, les syndicats des enseignants, la presse elle-même, les parents et diverses ONG œuvrant dans le secteur de l'éducation. Nous constituons un lot de la société civile. Il y a même les gestions des écoles, parce que l'école elle-même doit être apolitique. Nous constituons un groupe de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation. Par conséquent, un travail a été mené dans les deux communes de Goma. Malheureusement, les bourgmestres ne se sont pas présentés. Peut-être ils sont en route. Mais aussi dans le territoire de Nyiragongo. Une enquête a été menée avec les équipes de la CONET, que nous appelons les comités de veille pour la redevabilité publique dans le secteur de l'éducation. CVCRP en sigle. Un travail a été mené et le résultat a été partagé aux différentes autorités qui sont ici. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, compte tenu de ces résultats, il aurait fallu que nous nous rencontrions pour échanger comme partenaires de l'éducation. Au-dessus de tout, il y a le pouvoir, qui est le directeur numéro 1 de l'éducation, qui a la charge de l'éducation dans le pays. Et nous autres, nous sommes ces différents partenaires. Par conséquent, en partenaire, comme des gens qui doivent se donner, se liguer main dans la main, il a fallu que nous réfléchissions pour voir quels sont les mots qui gangrènent le système et vouloir donner quelques pistes de solutions. Ainsi, vouloir travailler ensemble pour une amélioration continuelle. De ces travaux qui ont été menés, il y a eu 10 points qui ont été ciblés. Et le premier point de cibler, c'est le coût direct et indirect dans le secteur de l'éducation. Le coût veut dire les frais qui sont payés aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. Les travaux, les résultats des travaux qui ont été menés ont pu montrer qu'il y a une trentaine de coûts, chacun avec son nom, qui sont payés dans les écoles. Nous avons différents coûts payés. Je crois que vous avez exploité les documents avec nous. Alors, une question méritera d'être jetée au pouvoir, aux décideurs politiques. Est-ce que les décideurs sont informés des divers coûts qui interviennent dans le secteur de l'éducation? Il y en a 12, si je ne me trompe pas. Par conséquent, je vais demander aux camarades de pouvoir les lire. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Coût direct et indirect dans l'enseignement de base. Éventail des frais payés par les parents. Le premier frais, le frais de Minerval. Il y a les frais pour l'assainissement des écoles, les frais d'assurance scolaire,
les frais pour le fonctionnement des commissions urbaines et provinciales, les frais pour la tenue des promos scolaires nationales, provinciales ou urbaines. Il y a les frais pour la formation continue des enseignants. Il y a les frais d'appui à la supervision des activités scolaires. Il y a les frais de bulletin. Il y a les frais d'appui au service national d'identification des élèves et d'identification des élèves, dite CERNI. Il y a les frais d'appui à la promotion de la technologie, information et communication. Il y a les frais pour les programmes de carnet de santé. Il y a les frais pour le programme des carnets de santé, comme je le disais. Il y a les supplétifs aux frais de fonctionnement. Il y a les frais aussi de maintenance. Il y a les frais de fiches d'identification. Il y a les frais dédiés à la carte d'élève. Il y a les frais techniques. Il y a les frais de tests national d'études primaires, TENAFEP. Il y a les frais des examens d'État. Il y a les frais d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire. Il y a les frais de motivation des enseignants, dites primes. Il y a les frais d'intervention ponctuelle, construction, par FIP. Il y a les frais pour le paiement de la sentinelle. Il y a les frais pour la contribution de l'œuvre pontificale missionnaire. Il y a les frais de contribution de fonds d'appui à l'éducation chrétienne. Il y a les frais pour les séances supplémentaires, dites les séances d'études. Il y a les frais des logos pour les écoles. Il y a les frais des journaux de classe, cahiers de communication. Il y a les frais de confirmation, inscription. Il y a les frais de transport bis en commun. Il y a les frais d'informatisation des données. Il y a les frais pour la sentinelle. Il y a les frais de dîmes pour les écoles protestantes. Il y a les frais de FOPET. Il y a les frais de sortie scolaire. C'est un peu ça, le nombre de frais que nous avons retrouvés lors des enquêtes menées dans le territoire de Nyiragongo, dans la commune de Karisimbi et dans la commune de Goma. Parmi ces frais, il y a de ces frais-là où nous avons eu des confirmations comme quoi sont des frais payés et d'autres frais sont des frais qui sont envisagés mais qui sont encore en voie de discussion. Merci beaucoup. Des frais qui seraient, excusez, des frais qui seraient en voie de paiement. Alors, nous avons pensé que peut-être certains frais interviennent sans que l'autorité n'en soit informée. Par conséquent, nous lancerons la première parole à l'autorité chargée de l'éducation. Est-elle réellement informée de l'existence de... Accorder la parole respectueusement avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'agriculture, représentant dans le cadre de ses assises l'autorité provinciale et en même temps assumant l'intérim de sa collègue en charge de l'éducation, Madame Adèle Bazizane Maïché. Nous allons apporter quelques éclaircissements par rapport à la question posée. De prime abord, je tiens sincèrement à remercier les partenaires de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, pour le travail de titan qui ne cesse de réaliser dans le cadre de l'accompagnement de l'action éducative. Nous le savons tous, le mode de la stratégie d'orientation de l'action éducative en RDC est fondé sur le partenariat.
et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation, du plan intérimaire de l'éducation, nous insistons beaucoup sur l'étroite collaboration devant régner entre les pouvoirs publics et tous ces partenaires éducatifs pour qu'il y ait réellement inclusivité de l'éducation et que l'enseignement de qualité prôné par son excellence le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, traduit en réalité par l'honorable gouverneur de province Julien Paluku Kahongya, soit une réalité. Nous remercions également tous ceux qui ont répondu à la présente invitation, un cadre d'échange et de dialogue qui permet, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de se parler en toute franchise, de telle sorte que chacun apporte sa pierre au développement de notre système éducatif que nous voulons de qualité. S'agissant, mesdames et messieurs, honorables, d'abord président de l'Assemblée, de la question qui a été adressée à l'autorité relative aux frais perçus dans les écoles ayant fait l'objet, n'est-ce pas, des enquêtes menées par les CONEPT. Ce que nous pouvons dire présentement, c'est que avant le début de chaque année scolaire, nous organisons les assises dites des états généraux de l'EPSP. Assez souvent, c'est en août. Dans ces assises, il est question que tous les partenaires, tenant compte de la réalité de la province, puissent débattre de la question de préparation de l'année scolaire prochaine. Et le clou de la démarche, c'est d'arriver à proposer les frais de scolarité. Aussitôt, un accord, un compromis est trouvé entre les acteurs éducatifs, où nous avons bien sûr les délégués du pouvoir public, nous avons les syndicalistes des enseignants, nous avons les parents, les gestionnaires scolaires, la société civile. Le projet est soumis à l'appréciation de l'autorité provinciale, où une nomenclature unique est proposée en guise de frais autorisés à être perçus dans toutes nos écoles durant la dite. Celle-ci, tenant compte de la liste telle qu'a été énumérée par les amis, je m'en vais d'abord m'excuser parce que par moment, il allait vite et vous allez m'excuser si il y a tel ou tel autre frais que je n'ai pas bien capté. Il s'agit notamment de frais Minerval. Ça, c'est autorisé parce que c'est contenu dans l'arrêté. Les frais d'assainissement, ça c'est vraiment prohibé. Les frais d'assurance scolaire, il faut payer. Chaque parent a l'obligation de souscrire à la police d'assurance scolaire pour son enfant, de telle sorte que en cas d'accident à l'école ou pendant les trajets entre la maison et l'école, à l'aller comme au retour, il soit, n'est-ce pas, pris en charge par notre Société nationale d'assurance. Je vois ici les frais de fonctionnement. Ça, c'est perçu dans nos écoles. Mais là, on a ajouté comité urbain et provincial. Ces frais de fonctionnement destinés aux écoles, qui constituent, du moins pour les écoles primaires, un supplétif à ce que le pouvoir alloue au fonctionnement de nos écoles. Les frais pour la tenue des promos scolaires, nationales, provinciales ou urbaines, ça vous ne retrouverez pas sur l'arrêté signé par l'autorité. Les frais pour la formation continue des enseignants non plus ne figurent pas. Les frais d'appui à la supervision des activités scolaires, ça ne figure pas non plus. Les frais des bulletins, ça figure sur l'arrêté. Les frais d'appui au service national d'identification des élèves, on écrit national et provincial. Là, c'est les frais d'identification informatisés qui sont repris sur l'arrêté. C'est peut-être une question d'appellation.
les frais d'appui à la promotion de la nouvelle technologie et information, ça ne figure pas sur l'arrêté. Les frais pour les programmes des carnets de santé non plus ne figurent pas. Les frais logos, ce n'est pas repris sur l'arrêté. Néanmoins, nous savons que pour permettre de distinguer les élèves des différentes écoles, et surtout le cas des élèves qui peuvent, par mégarde, se perdre par rapport aux résidences de leurs parents, il est permis à ce qu'il y ait des signes distinctifs en guise d'écusson imprimés par chaque école. Le journal de classe, les cahiers de communication. En tout cas, pour ça, Madame le ministre provincial en charge de l'éducation ne cesse de lancer la note circulaire demandant à ce que les parents achètent à liberté les fournitures scolaires pour les enfants sur le marché de leur préférence ou sur le marché qui leur sont favorables. Et parmi ces fournitures scolaires figure le journal de classe, les cahiers de communication. Ce n'est pas acheté obligatoirement à l'école. Chaque parent, en tout cas, a la liberté de l'acheter au marché qui lui est, n'est-ce pas, favorable. Supplétif aux frais de fonctionnement. J'en ai parlé. Les frais de fonctionnement alloués aux écoles sont perçus et ça vient en supplément à ce que l'État alloue aux écoles primaires tout en retenant qu'au niveau secondaire. Accepté, mais pour confirmer que ces frais n'existent pas réellement, il conviendrait que les gestionnaires puissent nous donner une certaine précision. Il se pourrait que ces frais existeraient sans que l'autorité provinciale de tutelle ne les sache. Je suis le sous-préfet de Goma. Les équipes ont fait un travail fouillé. Nous félicitons les équipes de connaître. Effectivement, nous comme gestionnaires, nous avons l'obligation de suivre scrupuleusement l'arrêté signé par le gouverneur de province. Tout frais exigé dans les écoles tout frais exigés dans les écoles non repris dans l'arrêté sont des frais prohibés, comme il a dit. Néanmoins, il y a des brèches qu'on ouvre dans les écoles. C'est entre autres les frais d'intervention ponctuelle ou encore ce qu'ils appellent primes. Donc, dans l'arrêté, le gouvernement ne fixe jamais de primes dans les écoles. Toutefois, pour chaque rentrée scolaire, on demande aux parents d'élèves, aux chefs d'établissement et aux enseignants de se mettre autour d'une table pour discuter de ce qu'ils appellent la prime des enseignants. Vous verrez que dans certaines écoles, la prime des enseignants diffère. Il y a dans certaines écoles on demande plus, dans certaines écoles on demande moins, tout en discutant. Donc c'est une discussion à l'interne, ce qui ne concerne pas les gestionnaires, ce qui ne concerne pas non plus l'autorité de tutelle. C'est ainsi que cette latitude qu'on donne aux parents d'élèves, qu'on donne aux chefs d'établissement, qu'on donne aux enseignants, est fonctionnelle dans un attendement libre et concerté. Et c'est ainsi que je voudrais justement renchérir le mot de son Excellence pour confirmer que cette latitude n'est pas contraignante. Ils sont libres de dire voilà, nous allons ajouter au tas de l'enveloppe prévue ou carrément dire nous n'ajoutons rien. C'est ce qui se passe dans la ville de Goma. Les parents aussi vont nous dire si ce sont les mêmes faits ou s'il y a des frais que la collecte n'a pas pu essayer d'identifier sur le terrain. Merci beaucoup. La parole est adressée. Et là, je dirais
avec le représentant de son Excellence, Madame le Ministre, on devrait d'abord dissocier ce qui est de l'arrêté signé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et ce qui n'a pas été signé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'on peut appeler frais prohibés. Mais là-dedans aussi, il y a eu exagération. Exagération, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous avez récoltées et je ne sais pas si vous avez eu des soubassements pour ces documents. Mais à tout ce que nous savons, que les gestionnaires qui sont dans la salle, il y a de ce que les gestionnaires eux-mêmes cautionnent. Parce qu'un chef d'établissement ne peut pas faire quelque chose à l'insu de son gestionnaire. Et dès que le gestionnaire appuie le chef d'établissement, il y a exagération. Par exemple, il y a eu déjà des réunions qui a souligné le représentant de son Excellence Madame le Ministre en charge de l'éducation. Il y a toujours des répétitions des réunions et des frais qu'on a toujours demandé qu'il y ait suppression. Mais ce qui dit et ce qui nous amène à tout ça, c'est l'impunité. Parce que celui qui essaie d'arriver et de faire ce qui n'est pas officiel, ils ne sont pas sanctionnés. Et je ne vois pas, moi, parent, je n'ai pas engagé le chef d'établissement, je n'ai pas de sanctions à donner au chef d'établissement, ni à son corps professoral. Je ne vois pas comment est-ce que les parents peuvent être impliqués dans tel ou tel cas. Il y a des frais au cours de l'Assemblée qui a souligné le chef de la sous-division que c'est à commun accord. Il y a parfois que des réunions des comités des parents qui se terminent à quai de poisson et le lendemain, le chef d'établissement s'impose en mettant dans les cahiers de communication à demander les frais que les parents n'ont pas acceptés. Et on te demande carrément de dire que si vous ne voulez pas payer ces frais, amène ton enfant dans une école de pauvres. Alors, le parent se voit coincé et il est obligé de scolariser son enfant. Tant qu'il fait mal, il va se débrouiller de dire « moi je fais ça ou je ne fais pas ça ». Et dans tout ça, et si vous regardez même tout ce qui se passe, c'est le non-concluante des réunions, là où vous verrez des enfants en dehors être chassés parce que les parents se voient que ça, je n'ai pas mis mon accord et je ne payerai pas. Donc, dans tout ça, parce qu'on nous a dit de mettre pas plus de 2 minutes, je dis que pour moi, personnellement, en tant que parent, c'est l'impunité qui est à la base de tout. Nous demandons à l'autorité qui est dans la salle d'accompagner les parents et tout ce qu'ils donnent comme texte, si nous suivons ça à la lettre et nous les accompagnons et nous mettons des garde-fous, je crois que la chose va marcher. Et j'aimerais dire, je suis en tout cas estomaqué de constater comment on nous a étalé les frais qu'on est en train de récolter à l'école, malgré les coups durs que nous sommes en train d'observer dans la vie quotidienne que nous tous nous vivons ici à Goma. Je suis en train de regretter qu'on commence à considérer l'éducation, donc l'école, comme un service le plus gité maintenant de la province du Nord Kivu. Et pourtant, tous les enseignants, tous ceux qui interviennent dans les écoles publiques et les écoles conventionnées, ils perçoivent les mêmes salaires que nos papas, nous, perçoivent à la fonction publique, que les militaires perçoivent, que les policiers perçoivent. Et je suis très content parce que nous sommes en face de nos députés qui sont en tout cas mieux placés pour revendiquer les droits de la population, puisque ce sont l'émanation de la population. Et je pense qu'ils sont en train de prendre bonne note. Mais je condamnerai ici tout de suite là les présidents du comité des parents. Moi je me demande, quand vous participez, par exemple dans des réunions, là où on prend de telles décisions, vous vous considérez comme qui? Vous vous considérez comme les syndicalistes des parents ou vous vous considérez comme partie prenante du côté des enseignants? Parce qu'un enseignant à qui on est en train de payer moins de 100 $, il peut toujours accepter, il ne peut pas dénoncer la situation pareille à l'école. Dernièrement ici le matin, en tout cas, moi j'ai assisté à une scène là où l'enfant, mon voisin, est resté à la maison puisque ses mères n'a pas payé 2500 francs de frais d'études. Moi je me suis demandé, un enfant de 3e année, 4e année primaire, nous à l'époque on ne faisait pas d'abord l'étude à l'école, mais pourquoi sur les frais, malgré que vous avez vos salaires, à moins qu'il y ait les non payés, même si c'est maigre, mais vous exigez encore aux parents qui souffrent, qui n'ont rien, les mêmes parents qui touchent le même salaire que vous exigez encore les frais d'études, 2500 francs chaque fin du mois. Imaginez un papa qui est en train de scolariser plus de 10 enfants. Qu'est-ce qu'il fera dans la vie?
Et c'est pour cette raison que, en tout cas, il y a une régression de la qualité de l'enseignement, puisque tous les enfants, ils aillent à l'école à 6h30, à 10h on les chasse, et on est en train de kidnapper comme ça les enfants, puisqu'ils ont chassé, faute d'encadrement et faute de sérieux qu'ils devront mettre dans ce système. Moi, en tout cas, je demanderai au comité des parents d'être du côté des parents. Vous êtes parti, vous faites partie, par exemple, du comité de l'éducation en province, parce que vous devez défendre les intérêts des parents. Mais ce qui est surprenant est que vous vous mettez du côté des gestionnaires. Quand on augmente les prix, vous assistez d'une façon éphémère à ces réunions-là. Et moi, je pense que là, en tant que parent, en tout cas, vous êtes tenté de nous causer du tort, et je pense que vous changerez à la prochaine. Tous ces feux qu'on a en train de donner ici. Autre chose aussi, en tant que politique, je vous demanderai d'adhérer à mon idéologie qui est le fédéralisme. Puisque comment accepter qu'on fabrique un bulletin à Kinshasa et on paye tous les frais de transport et tout consort, et pourtant nous pouvons le faire même ici, nous avons des photocopieuses. Faire un bulletin, ça ne peut pas coûter. Vous êtes le président du comité des parents, c'est quelqu'un qui fait la papeterie et consort. Est-ce que peut faire multiplier des bulletins ici à Goma? Est-ce que c'est impossible? Puisque tout est centralisé à Kinshasa et nous connaissons comment les choses se gèrent à Kinshasa. Tout le monde, ce sont des ventriotes qui restent là-bas et tout cela pèse sur notre dos. Je remercie encore une fois d'autres parents et d'autres gestionnaires d'école qui ont déjà compris qu'avec la prime, par les salaires qui sont en train de percevoir par l'État, les IFI, nous sommes partis à Kinshasa quand j'étais encore dans le ministère de l'Éducation, à Kichanga, et dans l'intérieur de la province. Il y a les enseignants qui se contentent de ce que l'État paye pour eux. Moi, je me demande les taux exorbitants d'ici à Goma. Les taux exorbitants dans la République, c'est à Goma et à Kinshasa, là où ça coûte tellement cher. Je ne sais pas d'où est venue cette histoire. Moi, je proposerai à son Excellence, Monsieur le représentant du gouverneur de la province, il y a un faux qui est perçu ici, les faux bêtes. Ce faux est sorti de la caisse, il y a un compte spécial pour ces fonds, est sorti de la caisse par l'autorisation de simple signature du président du comité des parents. Ces fonds ne constituent pas un taxe pour la province du Nord Kivu. Moi, je proposerai, puisque la ministre provinciale de l'éducation n'est pas gestionnaire, n'est pas autorité gestionnaire des fonds de la province, donc elle n'est pas mandataire de la province, je proposerai que ces fonds soient incorporés dans les taxes de l'enseignement, que ce soit perçu par la DGRAD ou par la DGRLK au compte du trésor public de la province. Mais ce sont des fonds que nous payons mais qui ne sont pas contrôlés et par l'autorité et par n'importe qui. C'est sorti par la bonne volonté d'un président du comité des parents et peut-être la ministre ici peut accepter de les faire. Moi je pense que tout ça, ce sont des fonds détournés qui devaient servir à nos parents. Nous vivons une situation dramatique et en tant que notable, en tant que responsable politique aussi et parents, en tout cas aidez-nous à réduire la misère de la frais de scolarité. Mais ce qui m'intéresse moi, et intéresse la SMOCO, c'est les droits des enfants. Est-ce que ces enfants ont droit à l'éducation? Les frais, c'est un arrangement entre les parents et la direction. Mais droit à l'éducation. Un enfant, je peux peut-être m'excuser puisque moi j'ai fait l'école primaire à l'époque coloniale, tout juste après l'indépendance, à l'Athénée royal. Nous avons des références, comment nous on étudiait, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a peur qu'en tout cas les Congolais sont allés à l'enfer. Droit à l'éducation. Qu'est-ce que dit la Constitution de notre pays? Je vais vous distribuer un peu quelques documents. Qu'est-ce que dit la Déclaration universelle des droits humains? La place de l'enfant, c'est à l'école. Vous le chassez, vous violez ce droit. Et il doit être sanctionné. Nous allons vous aider. Les parents qui acceptent de payer les frais, c'est leur droit. Nous allons aider notre pays. On va payer les professeurs, c'est leur droit. Mais l'enfant à l'école, voilà ce que nous allons mener comme pression, comme modèle. Il y a même une police de protection de l'enfant. La police est là. On voit l'enfant sur la rue, dans la rue. On la récupère. Pourquoi tu es là?
on m'a chassé. C'est une violation grave des droits humains. On arrête les directeurs. Voilà ce que nous allons mener comme pression. Parce que rien ne va. Vous vous arrangez avec les parents, c'est votre problème. Les parents ne payent pas, allez les accuser au tribunal. Mais l'enfant, sa place, c'est à l'école. Ça, voilà ce que nous allons faire. Donc, je ne peux pas trop parler, mais nous allons aider notre gouvernement à appliquer la loi. Nous allons le faire. Nous allons essayer. Ça me dit ceci, toute personne a droit à l'éducation. Et quand nous allons à son article 20, ça nous dit ceci, ces parents-là, qui doivent accompagner la femme à l'éducation, ils ont droit au travail. Alors, un parent qui n'a pas de travail, comment il va assumer l'éducation de l'enfant? Déjà, les deux concepts vont donner le chevauchement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je préfère donner un peu de pistes de solutions. Et je vais partir de la phrase du feu président Mandela. Mandela avait dit ceci: si tous les enfants du monde se réunissent et ils se tiennent à la main, ils seront plus forts que tous les gouvernements du monde. Et c'est vrai. Parce que la place de l'enfant, c'est à l'école. Pas dans l'armée, pas sur la rue. À 8 h, vous allez voir un enfant avec la mallette, il circule. Et après, si c'est une jeune fille de 14-15 ans, on va l'amener dans un endroit comme ça, demain on va parler, on a violé un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'encadrement. Alors, moi je donne 3 pistes. La première, nous allons voir quelle sera notre vision. La vision, c'est de développer l'approche avec une pédagogie responsable, une éducation responsable. Et vous allez voir, ça va nous amener à une mission là où il nous faut former des cadres multisectoriels dans l'enseignement pédagogique. Doufina venait de dire qu'il a étudié tout juste après 1960. Les gens qui ont étudié avant 60, ils faisaient 2-3 ans de postes primaires et quand ils reviennent, il est enseignant. Mais il faut voir les enfants quand ils viennent enseigner, les gens qui sont en 6e, quand ils viennent enseigner les jours de, on appelle ça stage professionnel. Il faut venir voir ces enfants. Les enfants, aujourd'hui, donc les enseignants, nous n'avons plus de remplaçants. Aujourd'hui, nous n'avons plus de remplaçants. Alors, qu'est-ce que maintenant nous devons faire? Nous devons maintenant concrétiser. Il nous faut la foi. Il nous faut la science. Il nous faut la conscience. Et nous devons agir. Si nous arrivons à être distraits, nous serons en difficulté. Je me souviens, moi aujourd'hui je dis toujours, même si vous m'amenez les gens qui sont... Aujourd'hui tous les parents de Goma vont amener les enfants étudier en Ouganda, à Tanzanie là-bas. Moi, Tchernozem, mes enfants étudient au Congo. Les études du Congo sont très fortes par rapport à tous les pays qui nous entourent ici. Moi, je vais vous donner le même exemple. Je vois là-bas mon papa Ndibèche. Il arrivait à Beni, vous étiez avec Douni. Quand il arrivait à Beni, les gens tremblaient. Il parlait bon français. Et nous, on se demandait, mais il va faire Wapi. Nos vieux n'ont pas fait l'université, mais ils nous ont fait étudier. Alors nous devons faire vite d'agir. Sinon, nous allons trouver déjà, les pays n'auront plus de pépinières pour faire la relève de demain. C'est ça comme recommandation. J'ai dit, je vous remercie. Parents, vous devez sensibiliser les parents sur les avantages d'un enfant qui va à l'école, pour qu'il aille à l'école. Donc, sensibiliser les parents pour qu'ils savent pourquoi l'enfant doit aller à l'école. Et qu'est-ce qu'il va en tirer? C'est ainsi que je vais vous parler d'un terme vulgaire que vous connaissez bien, mais qu'il faut utiliser autrement. Vous avez un terme que vous utilisez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le dites en français, s'il vous plaît. Mais nous, dans ces conditions-ci, ce n'est pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Nous, s'il vous plaît, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est dites aux parents, il faut leur montrer, savoir ce qu'ils doivent faire. Savoir ce qu'il doit faire. Dès qu'il sait ce qu'il doit faire, il va vouloir.
Et dès qu'il va vouloir, il va pouvoir le faire. Donc, utilisez bien ces mots, s'il vous plaît. Ne l'utilisez pas en français, s'il vous plaît, non. En français, utilisez pardon. Maintenant, ici, dans cette circonstance, s'il vous plaît, c'est savoir, vouloir et pouvoir. Dès que les parents savent quels sont les devoirs envers les enfants, ils vont vouloir les faire et ils vont pouvoir les faire. Dès qu'ils l'ont fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'émancipation. C'est l'émancipation. Son enfant va étudier et puis après, quand il prendra son verre de bière, il va dire, voilà, mon enfant est à Kinshasa. Mon enfant est à je ne sais pas où. Il est là-bas, pourquoi? Comment il est arrivé là-bas? C'est parce qu'on vous a bien appris, on vous a bien demandé de vous occuper de vos enfants. Ne vous occupez pas d'autres choses. Vos enfants d'abord, évidemment, il y a d'autres obligations. Mais pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants suivent à l'école, pour que les enfants soient disciplinés à l'école, il faut savoir leur dire, s'il vous plaît. Des chantiers de l'autorité numéro 1 de la République. Un des chantiers pour un Congo émancipé. Et donc, cette charge qui est jetée aux parents, je crois que les parents doivent la recevoir avec beaucoup d'acceptation et sans oublier que les parents, pour cette sensibilisation, ont besoin des moyens. Nous espérons que l'autorité, telle qu'il venait de donner cette proposition, il saura prévoir des moyens aux parents pour cette bonne sensibilisation, mais aussi aux différents syndicats des enseignants. Ce qui reste vrai que si nous voulons que nos enfants soient à l'école, ils y seront. Sans trop tarder, chers co-débatteurs, nous aurions souhaité aborder le second point. Son Excellence venait de dire tantôt que les documents, il ne l'a pas reçu. Mais les 10 points sur lesquels nous sommes en train de parler sont bien signifiés dans le petit document qui... Oui, mais il y a des points qui sont détaillés. Probablement, vous ne l'avez pas reçu, mais... le ministère provincial de l'éducation, il y a des frais qui sont payés, reconnus. Il y a des frais probablement payés, non reconnus. Et il y a des frais qui ne sont pas payés sur les frais qui ont été donnés par les CVCRP. Ça reste à vérifier. Mais le moyen de recouvrement des frais, cette question, j'aurais souhaité directement la transmettre aux gestionnaires d'école. Comment les frais sont-ils recouvrés? Que de quoi doit-on faire pour que ces recouvrements soient respectueux au texte de la République? Et enfin, sont-ils, les moyens de recouvrement, sont-ils conformes aux lois de la République? Aux gestionnaires provincial, les recouvrements des frais sont censés, n'est-ce pas, être d'abord l'accord du comité de gestion et du comité des parents. Et quand on fait les recouvrements nécessairement, on doit communiquer une période avant. Et cela, ce n'est pas une pression comme si nous serions des militaires venir expulser les élèves permettre, surtout qu'il y a des arrêtés provinciaux. L'arrêté du ministre provincial qui est nécessairement interdit l'expulsion des élèves en milieu scolaire. C'est que les élèves ne sont pas expulsés nécessairement comme le voulait, mais on doit communiquer les parents une période avant pour que les parents sachent quelle est la période où on doit recouvrer cet argent. Surtout si le frais qu'on reconnaît que le représentant du ministre a reconnu se retrouve dans l'arrêté provincial. Merci. Secondaire que les frais devraient être payés. Que cela ne tienne. S'ils sont payés, je crois que les accords sont faits, sont pris entre les parents et l'école. Et non avec les enfants. L'enfant, la connecte, dit, sans peur d'être contredit, que l'enfant doit être en classe. La place de l'enfant, c'est en classe. Et que les frais
c'est aux parents d'être invités pour les payer. Et si les parents ne s'exécutaient pas, je crois que l'école aura à s'engager avec les parents, mais pas avec l'enfant. Nous allons directement passer à la troisième question. L'origine des frais scolaires. Quelle est l'origine des frais scolaires? Qui doit fixer les frais à payer dans les écoles? Pourquoi alors plusieurs auteurs de frais à payer? Qui doit fixer les frais à payer par les parents selon la loi? Nous aurions souhaité qu'un agent qui a la charge de prendre toutes les dispositions pour la protection des enfants. Parce qu'en arrivant sur le terrain, il a été constaté que chaque école fixe des frais forfaitaires sans tenir compte des situations de certaines familles. Mais aussi, il y a un problème de plaisanterie que nous avons trouvé sur le terrain. C'est la clé de répartition qui survient dans ces frais que l'on fixe dans les écoles et qui cause beaucoup de problèmes lorsqu'il faut le partage. Cela arrive à ce que les gestionnaires d'école ne parviennent pas à satisfaire aux gestionnaires. Alors, pour cela, on aurait souhaité demander au gouvernement de prendre ses responsabilités en main. Aussi, s'il y avait une possibilité que le président de l'Assemblée ici représenté, qu'il puisse aussi prendre ses responsabilités en main, que lorsqu'il y a ils sont en session ordinaire, qu'ils puissent songer à faire voter un édit, qu'ils puissent fixer définitivement Au moins, je ne sais pas combien de fois par an, vous vous réunissez. Quand vous vous réunissez, vous prenez des mesures. Ces mesures que vous prenez, si ça nécessite l'intervention de l'autorité, vous y amenez ça. Le ministre examine avec ses services techniques, ils examinent et puis ils voient, ok, on peut préparer un projet d'arrêté à la signature du gouverneur de province. À travers l'arrêté provincial, mais la proposition émane du comité provincial de l'EPSB dans lequel siègent les parents, et là je vois l'ANAPECO, l'APEP, l'APEC, les syndicalistes des enseignants, les SINECAT, les SIECO, qui sont tous présents parmi nous ici. Donc c'est ça qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça la précision. Mais retenons que dans la nomenclature des frais que fixe l'autorité provinciale, il y a de ces frais-là où le montant n'est pas clairement mentionné dans l'arrêté. C'est notamment les cas de frais d'intervention ponctuels. Ces frais-là dépendent de besoins d'une école à une autre. Ils dépendent de la taille de l'école. Et par exemple, je vais prendre l'exemple d'une école qui a besoin de construire. Et juste à côté, il y a une autre école qui a vraiment des bâtiments viables. Est-ce que lorsqu'on va fixer le frais de construction, l'école où il y a déjà les bâtiments construits, y aura-t-il besoin de fixer les frais de construction? Je pense que la réponse à ce niveau, c'est non. Dans l'entretemps, au sein de l'école X, on a besoin de construire une classe, deux classes, et j'en passe. Et aussi, en rapport avec toujours les frais d'intervention ponctuelle, il y a une école où tous les enseignants sont payés. Là, lorsqu'il y aura réunion de l'Assemblée générale des parents, dans la fixation de frais d'intervention ponctuelle, on ne va pas les fixer de la même manière que dans une école où les enseignants sont entièrement NP ou non payés. Donc les réalités diffèrent d'une école à une autre, mais le plus important, c'est de revenir à l'interpellation
qui a été faite, de dire que, chers parents et syndicalistes, nous devons nous assumer. Lorsque vous avez vos enfants qui fréquentent une école X et que vous êtes très soucieux, comme toutes les autorités, développement de l'éducation, il importe, n'est-ce pas, de participer aux réunions des assemblées générales. Il importe de vous porter, même candidat, pour être membre du comité des parents et de surcroît, membre du conseil de gestion. Et une fois élu, vous devez représenter valablement vos électeurs. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, vous n'allez pas vous laisser manipuler par les chefs d'établissement. Bien sûr, vous devez œuvrer en étant créé sur initiative du pouvoir central. Il y a ce que nous appelons la conférence des ministres provinciaux de l'éducation qui se tient chaque année. Dans les dites assises, il a été constaté qu'il y a certains besoins au sein du système éducatif pour lesquels on manque par moment des partenaires d'appui. C'est ainsi qu'un mécanisme a été envisagé afin de répondre à certains besoins qui sont urgents et pour lesquels il faut des moyens. C'est là qu'est né depuis l'année 2013 le Fonds provincial pour l'éducation, et ce fonds est co-géré. Il y a le Proved qui gère les comptes, il y a l'IPP, le président de l'association nationale de parents d'élèves. Périodiquement, une réunion est présidée par le Proved afin de décider, d'abord de voir la hauteur du recouvrement réalisé quant à ce, et ensemble débattre de son affectation. Bien sûr, il importe que dans la gestion de ces fonds, la transparence soit une réalité, et c'est pour cette raison que les comptes est supervisé par les ministres de tutelle, la gestion dans le cadre de la phase technique, dans le cadre des dépenses à effectuer, ça c'est vraiment purement technique et des réunions sont tenues quant à ce. Je voudrais bien remercier Tchernozel qui est revenu sur le fait que l'enseignement c'est un droit pour les enfants. Nous le savons tous, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout être humain a droit à l'éducation et à plus forte raison les enfants. La place de l'enfant, c'est à l'école. Il a chuté par une suggestion allant dans le sens de la formation, si je l'ai bien suivi. Et laissez-moi vous faire entendre que dans le cadre du plan intérimaire de l'éducation, il y a déjà des avancées réalisées dans leur mise en œuvre, parce que je suis en train de chuter. Dans ce plan, on insiste sur l'accès, la rétention à l'enseignement à travers la construction des écoles, la qualité de l'enseignement, c'est le deuxième axe, et enfin la gouvernance scolaire. Il se fait qu'au niveau du deuxième axe, la qualité de l'enseignement, il y a encore un travail à faire. C'est ainsi que nous sommes dans ce que nous appelons les quinquennats de la qualité. Et particulièrement pour l'année en cours, le thème qui a été arrêté, c'est la qualité de l'enseignement, notre passion. C'est là que l'on est en train de faire passer ce message dans toutes nos écoles, auprès des chefs d'établissement, auprès des enseignants, et beaucoup de formations sont en train d'être organisées pour que nous puissions rattraper, n'est-ce pas, ce retard que nous avons déjà accusé en matière d'enseignement. Et les inspecteurs sont en train d'être formés pour ça. Il n'y a pas longtemps, on a organisé le 7e concours d'admission aux fonctions des inspecteurs. Tout ça pour redresser l'enseignement et atteindre la qualité telle qu'est voulue. Et enfin, je voudrais revenir à ce que Papa Toufina Tabou a dit. La gestion du temps, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas d'échange de paroles. D'accord. Donnez votre point de vue. Le point de vue, on avance. Le point de vue, c'est de rappeler la cogestion en matière scolaire. Les enfants, on ne doit pas les bousculer, faute de paiement. L'enfant n'a pas pris l'engagement avec l'école. C'est son parent qui l'a fait inscrire à l'école. C'est là que Madame le ministre
ne cesse de demander que nous devons respecter, que l'on respecte la procédure de recouvrement de frais. La première des choses, lorsqu'au sein de l'école, on se rend compte que l'on a besoin de fonds, il y a un appel de fonds à effectuer, la première des choses, c'est de lancer les communiqués. Chaque enfant rentre dans son cahier de communication avec l'information annoncée aux parents, bien sûr, et cela est précédé par la réunion du conseil de gestion où les parents ont également pris part, les représentants des enseignants. Après cette phase-là, lorsque l'on constate que le parent X ne s'est pas acquitté de son obligation de faire face, de payer les frais de scolarité de son enfant, on fait appel aux parents. Je demande, mais comment se fait-il que vous ne payez pas les frais d'intervention pour qui est son employeur? Et donc, dire qu'il y a des frais qui sont payés et aux parents de pouvoir les gérer, c'est déjà aller, je crois, contre la norme. C'est le pouvoir. Peut-être la question serait de savoir qu'est-ce que le pouvoir au niveau provincial fait afin de prendre continuellement, petit à petit, la charge de l'éducation dans ses mains, parce que nous savons que l'éducation, c'est une charge réservée à la province. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour petit à petit, en attendant que cette mesure soit 100% d'application, qu'est-ce que le pouvoir provincial est en train d'envisager pour que les enseignants, ne puissent que les LP, ceux qui ne sont pas payés d'abord par Kinshasa, soient pris en compte par la province. Et ainsi, peut-être nous trouverons des mécanismes pour amoindrir les coûts qui sont payés, qui sont dus par les ménages pauvres. Il y a beaucoup de cas à l'agriculture, à l'élevage, à la santé humaine, partout il y a des cas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait le rapport à Kinshasa. On fait le rapport à Kinshasa, on envoie le rapport à Kinshasa. Et le rapport doit venir de qui? De vous. C'est vous qui devez envoyer le rapport. Dès que le rapport a été visé, je ne sais pas, je ne connais pas bien la hiérarchie de l'éducation en province, on envoie ça à Madame la ministre aussi examine, gouverneur, monsieur le gouverneur, voilà ce qu'on doit faire. Quelqu'un parle de l'impunité. L'impunité, vraiment. Le ministre professeur de l'éducation n'a que des yeux comme vous. Des yeux, c'est le à part 5. Le gouverneur de province n'a que des yeux. Maintenant, c'est vous les yeux des ministres de l'éducation, c'est vous les yeux du gouverneur. Il a tripoté, il a fait ceci, il a dérangé le sexe, il a dérangé ceci. Faites rapport à l'éducation. L'éducation, il ne va pas prendre des mesures immédiatement. Aussi, l'éducation est appelée à faire une descente sur le terrain. Dès que la descente sur le terrain et le rapport est confirmé, c'est tout. Les sanctions seront là. Comment on va prendre des sanctions pendant que vous n'avez pas fait le rapport? Non, quand même, mesdames et messieurs. Ne pensez pas que le gouverneur a 10 yeux. Il n'a que 2 seulement. Madame, le gouverneur Julien n'a que 2 yeux seulement comme vous. Maintenant, c'est vous, ensemble ici. Je ne sais pas, vous êtes peut-être 50. Maintenant, 50. Pourquoi vous ne pouvez pas dire il y a de peine, il y a de choca, il y a panne. Et puis, on envoie une descente sur le terrain, et puis on voit les mesures qu'on va prendre. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens sanctionnés ici à Rome? Vous n'avez jamais vu? Il y en a beaucoup. Nous sommes tous l'œil. Et je suis en train de vous dire que ça, la charge, l'une des charges de la connaître. Être l'œil du peuple, l'œil du pouvoir. En dehors de la connaître, nous avons, il y a quelques semaines, reçu une équipe de l'Observatoire indépendant de l'éducation en provenance de Kinshasa, qui a constitué un comité provincial. Et si je donne un exemple, j'ai ici, là on écrit Observatoire indépendant de l'éducation, l'œil du peuple, l'œil de la population. Et donc, nous sommes invités à être œil de la population et nous devons l'être, nous devons nous assumer, chers camarades. Alors, je continue à dire que, étant donné le temps qui file, Son Excellence a parlé du rapport. Le rapport des payés et des non payés. Le rapport des abandons. Nous allons parler de ce cas. D'abord le payé. Je crois que le service SECOP est dans la maison. Combien sont payés, combien ne sont pas payés.
Et ça va durer jusqu'à quand? L'opinion dirait qu'il y a même des enseignants qui sont coupés sur listing. Vous touchez aujourd'hui, vous savez que vous avez un droit de salaire accordé par le pouvoir. Vous touchez ces mois, il arrive au mois prochain, votre nom est lagué sur la liste des paies. Et les cas sont légion. À terminer l'année, tout simplement parce que les parents n'arrivent pas à payer. C'est devenu un véritable fardeau. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais néanmoins, pour être vraiment bref, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que son Excellence a dit, que le gouverneur, consort, les autorités, ils n'ont que des yeux. S'il vous plaît, nous n'avons pas souhaité que ce soit des échanges de propos. Ce ne sont pas des échanges de vue. Et je vais donner la question proposition. Exactement. Ça va. Vous permettez? Oui, je propose sur la question posée, l'abandon des enfants. Oui. Allez-y, gérons le temps. Permettez quand même que je place un mot par rapport à ça. Vous êtes accordé, mais 2 minutes. Je vais être trop bref. Très bien. Est-ce que c'est seulement dans ce secteur où on a besoin d'avoir plusieurs yeux pour qu'on arrive à sanctionner? Parce que, assez souvent, il y a plusieurs cas et ils savent bien, ils ne peuvent pas se cacher derrière certains arguments pour dire qu'ils n'arrivent pas à sanctionner parce qu'ils n'ont pas de rapport. Ils en ont. Les rapports sont nombreux, mais malheureusement, l'impunité règne toujours. Si, par exemple, malheureusement, je n'ai pas le temps, je voudrais directement donner la proposition par rapport à ces abandons. Quand l'enfant ne paye pas, les parents n'est pas en mesure de payer, laissez l'enfant étudier. À la fin de l'année, si l'enfant n'a pas honoré ou bien n'a pas fini à payer tous ses frais, soit il n'a pas son bulletin, là ça ne lui permettra pas de monter une autre classe. Au moins là, vous aurez facilité les parents à ce que l'enfant termine cette année, le temps qu'ils sont en train de chercher l'argent au lieu de chasser les enfants. Parce qu'ils sont nombreux, les enfants qui abandonnent les études parce que les parents n'ont pas été à mesure. Alors dans ce contexte-là, demandez aux responsables des écoles, laissez l'enfant terminer l'année et vous bloquez son bulletin. Aussi longtemps qu'il n'aura pas, que les parents n'auront pas fini à payer, là l'enfant ne sera plus avancé. Et ça permettra aux parents de chercher le frais. Au lieu de chasser les enfants, ils sont kidnappés, ils sont tués, et ça n'arrange pas les choses. Envisageons d'autres mesures en dehors de cela. L'enfant doit être à l'école et il doit connaître son résultat. C'est ça, éveiller la motivation de l'enfant. Entre chasser et connaître son résultat après. Il y a besoin de ne pas les chasser autant qu'il termine. Très bien. C'est pour ça que nous sommes ici. Aider le pouvoir à avoir des méthodes, des méthodologies pour améliorer le secteur. C'est nous tous ensemble, pas laisser les services au pouvoir, pas nous isoler, et ni le service ne doit pas dire ça c'est vous l'ayez, moi je reste à côté. C'est nous tous donner nos arguments, nos points de vue, de sorte que nous puissions arriver à améliorer le secteur de l'éducation pour, premièrement, l'intérêt de l'enfant, mais et surtout pour l'avenir de la province, pour l'avenir. On doit faire ceci. Tout ça c'est intermédiaire. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Et on les fait juste parce qu'on a mis au monde. Mais le reste, aujourd'hui, nous pensons que l'État doit prendre sa responsabilité. Et demain ou bien après-demain, les politiques qui sont en train de dire ici, si eux aussi parvenaient à prendre le pouvoir, je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est juste ce que nous pouvons répondre. Imaginons ensemble, réfléchissons. Parce que l'enfant est connu à son parent. Un parent se déplace, il était à quelques mètres près de l'école et il se déplace à quelques kilomètres loin de l'école. Et l'enfant est nécessairement obligé d'abandonner. Et nous retrouvons des tels cas. Plusieurs écoles retrouvent qu'il y a des abandons des élèves parce qu'il y a fait le déplacement d'un parent. Les parents s'est déplacé d'un milieu à un autre.
mais également il y a des milieux ruraux, parce que vous avez touché un peu Nyiragongo. Nécessairement, qui peut refuser qu'un parent qui était en train de cultiver à Kibumba se retrouve ici à côté, à Moniki? Est-ce que quand les parents s'est déplacés, il doit y avoir nécessairement une désertion de son enfant. Et que l'enfant, quand il est abandonné, nous devons les retrouver sur base de palmarès qui nous viennent une année, à la fin de l'année. Nous devons retrouver que cet enfant s'est déplacé. Et s'il n'y a plus moyen de l'enregistrer, c'est que c'est les parents qui n'ont pas voulu être en contact avec le corps. Donc, les parents aussi, ils ont des responsabilités envers cette thématique, l'abandon des œuvres. Par rapport à l'enregistrement des enseignants. Aujourd'hui, c'est très rare, mais quand même, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, négliger les efforts fournis par l'État, surtout avec notre service de SECOP. Les services SECOP se chargent non seulement de l'identification des enseignants et des enregistrés, les SECOP au niveau national, mais également, ils ont ajouté les contrôles mensuels. Chaque fin du mois, les SECOP doivent pénétrer l'école pour voir réellement il y en a combien qui sont enregistrés, combien qui se retrouvent sur les listes, parce qu'ils les contrôlent sur base de listes. Et ils envoient les rapports à Kinshasa. Donc s'il y a les cas récents que vous avez vu, que quelqu'un au santé mentale, juste parce qu'il a été mis à côté, nécessairement les SECOP étaient là-bas dès aujourd'hui à partir du 12 parce qu'ils sont dans des épreuves d'examen d'État. Ils vont passer, ils vont prélever ces cas et ils vont orienter les cas vers Kinshasa. En tout cas, espérons qu'il n'y a pas vraiment grand-chose par rapport à ça. Nous devons aussi faire la complémentarité les uns aux autres. Bien sûr, on ne saurait pas dire qu'il n'y a que ça comme facteur. Il y a quelques cas dans le secteur éducatif catholique, par exemple, ici, les P. Karisimbi, les P. Kajiga sont en train d'être vidés de leurs élèves parce que le mouvement de la ville, c'est vers Ndosho, c'est vers Keshero, c'est vers Kibwetville. Et donc les parents qui étaient ici, quand ils immigrent, bon, nécessairement, il y a des perditions scolaires. Mais à 99%, l'abandon dans les écoles est dû au manque de frais. Cela me pousse à dire, moi-même, je suis heureux que j'ai étudié. Je suis ici d'une famille très modeste. Et si je n'étudiais pas, je serais en train de me demander quelle serait ma vie aujourd'hui. Et je suis en train de faire une projection. Nombreuses autorités sont issues de familles modestes. Et donc, si nous privons à cet enfant des familles très pauvres à étudier, nous sommes en train de commettre un péché. Et nous devons, je crois, tous, nous devons nous dire, c'est à revoir. Que cela ne tienne, les services intervenant dans le secteur de l'éducation. Il y a sollicitation de la parole. Dans quel secteur? Les sous-provinces voudraient intervenir. 1% d'élèves partis, on ne connaît pas là où ils sont. Ça fait un peu mal. Nous avons essayé d'analyser dans la ville de Goma, par exemple, quand on a fait la promotion provinciale. L'année passée, 2015, 2016, 2017, on a trouvé qu'il y a au moins plus de 1,5% d'élèves qui abandonnent au cours de l'année. Donc, au moins 3 000 élèves qui abandonnent sur les 200 000 élèves inscrits. Et c'est ainsi que nous avons essayé de réfléchir par rapport à ça. On a constaté que la ville de Goma, nous trouvons les parents de la ville de Goma sont vraiment un peu modestes, comme vous l'avez souligné. Ils ne sont pas vraiment à mesure de scolariser les enfants. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'extension de la ville vers le territoire de Nyiragongo, comme vous l'avez souligné. On peut compter des abandons ici qui se retrouvent à Nyiragongo, là-bas, vers Kibwetiville, Turunga, là-bas, Kisibade, Bugamba, Bouyene et consorts. C'est-à-dire que nous n'avons pas regretté suffisamment par rapport au taux de déperdition. Mais aussi, tous les enfants n'étudient pas.
il y a ce qu'on appelle école buissonnière que vous avez connu dans la ville. Il y a ceux-là, au lieu d'aller à l'école, ils sont en train de parier dans des kiosques de pariation avec du pari foot pour vouloir avoir l'argent très facilement. Il y a d'autres qui vont nager, je ne sais pas, au port, je ne sais pas aller où. Il y a d'autres, au lieu d'aller à l'école, sont dans les cimetières en train d'attendre, c'est là qu'ils vont aller enterrer, ils auront un peu d'argent pour essayer de laver la voiture, de se récolter. C'est dans ce sens que pour nous, éducateurs, nous recevons le produit fini, nous recevons cela que les parents nous ont envoyé. Nous allons demander à tout le monde de conjuguer les efforts. À notre niveau, nous allons tout mettre en œuvre pour maîtriser les effectifs qu'on nous envoie. Et au niveau des parents, nous allons demander aux parents aussi d'intervenir, mais pas seulement les parents, même la société civile, les associations, les ONG, pour que les taux de déperdition soient un peu éradiqués. Je dis, je vous remercie. Les abandons sont créés d'abord par la démotivation de l'élève. Les élèves en état démotivé, il est chassé un trimestre, deuxième trimestre, même s'il pouvait continuer, il se retrouve qu'il sera perdant. À la fin de l'année, il ne peut pas réussir. Le fait d'être chassé régulièrement, s'il devrait être maintenu, comme on le disait, attendre jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la fin, ces enfants-là pouvaient encore se rattraper. Mais le fait d'être chassé au début, jusqu'à la fin, ils prennent déjà la décision de partir d'eux-mêmes. Alors, ce que moi je peux proposer, j'avais déposé un travail au niveau de l'Assemblée provinciale. Comment on peut générer des recettes au niveau de la ville de Goma. Ces recettes peuvent aider les enfants qui sont en difficulté. J'espère que je demanderai aux représentants du président de l'Assemblée de revoir encore ce travail pour qu'on puisse essayer de l'échanger, pour qu'on prenne ces enfants-là à charge. Ce sont nos enfants. Demain, quand nous les laissons sur la rue, demain, ils seront très dangereux vers nous. Mais si nous on s'occupe d'eux, ben on peut les amener dans les écoles de métiers. Si vous regardez aujourd'hui, l'école de métiers a perdu sa forme ici chez nous. Tous les maçons viennent de l'extérieur. Vous demandez même les charpentiers, c'était un problème. Mais je me souviens quand nous on étudiait ici, au KOG ici, il y avait l'école professionnelle. 2 ans, 3 ans, quelqu'un devient électricien ou bien menuisier. Alors ce que vous pouvez demander vraiment, il faut vous revoir, avoir ces fonds-là qui peuvent prendre les enfants à charge. Moi je dis ceci, tout le monde qui est ici, soit il est parent et il est aussi dans les services de l'éducation. Moi je pense, nous sommes en train de nous contenter seulement de la prime que les systèmes éducatifs actuels exigent aux parents. C'est un antivaleur et c'est ce qui est à la base de la régression de l'éducation ici chez nous. Et la régression est d'une progression et d'une régression, ce n'est pas une régression géométrique. C'est-à-dire, à un moment donné, nous nous retrouverons avec des licenciés qui ne savent pas lire. Moi, je pense, en tant que responsable de la province et pour notre éducation, je proposerai à l'autorité ici présente qu'on fasse table rase. Qu'on cesse à demander aux parents de payer les primes des enfants, puisque tout le monde ici, j'ai parlé des agents de l'État, sont payés par l'État. Ce que vous recevez à la BIAC et qu'on sort, comme lui, ce qu'il reçoit, il n'a pas de prime dès qu'il est là-bas. Moi, je pense qu'on le fasse aussi à l'éducation et qu'on exige à l'État de commencer à payer tous les enseignants qui n'ont pas de LP. Tout ce que vous multipliez sur des taxes, c'est une légèreté que les responsables des comités des parents octroient aux gestionnaires des écoles. Moi, je pense que nous devons faire table rase pour que vous soyez respectés un jour comme enseignant, que l'État commence à vous payer et vous voyez la qualité de l'éducation, en tout cas, augmenter encore sa valeur. Une des personnalités soucieuses de l'éducation, c'est la vision qu'a aussi le pouvoir. Nous pensons que ça doit être notre vision tous. Seulement, vous voulez que ça soit immédiat. Ici et maintenant, que la prime s'arrête et que le gouvernement accorde un salaire décent. Alors que peut-être le partenaire, le gouvernement aurait un programme. Peut-être que le gouvernement a un programme mollo pour arriver. Mais l'immédiateté s'avère nécessaire pour que la question de l'éducation prenne des valeurs et retourne, j'ose croire, si sa base d'attente. Que cela ne tienne, nous allons chiter, chers camarades, nous allons chiter, chères autorités, prenez votre mal en patience, nous allons essayer de voir les éléments positifs. Quelles sont les avancées dans le secteur de l'éducation depuis un certain temps?
les avancées telles que le pouvoir les a programmées. Et nous allons terminer par voir, parmi les avancées, il y a la location des manuels aux écoles. Les enquêtes ont prouvé que le gouvernement a fourni des efforts significatifs en dotant des manuels dans les écoles. Il se pourrait que ce n'est pas encore suffisant, mais tous les enquêteurs l'ont témoigné. Alors, ces manuels sont-ils suffisants aux gestionnaires de pouvoir répondre? Comment se passe la distribution et la conservation de ces manuels? Je reviens sur deux derniers éléments. Premier élément, les avancées dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement va nous les donner et peut-être aux syndicalistes de pouvoir compléter. Et le dernier élément, les manuels. La question sera tout droit adressée aux gestionnaires. Les manuels sont des efforts pour améliorer les conditions d'études des enfants qui du reste constituent l'avenir de notre pays. C'est dans ce cadre que des écoles sont construites par les pouvoirs publics. Tous nous sommes conscients, il y a plusieurs années, il y a des décennies qui s'étaient passées pendant que l'on n'avait pas vu une école construite sur fonds propres de l'État. Mais dans le cadre du projet de reconstruction et ou de réhabilitation des infrastructures scolaires en RDC, la province administrative du Nord Kivu est bénéficiaire de 2014 à nos jours de 82 écoles construites sur fonds du pouvoir public. Et le même pouvoir ne cesse d'entreprendre des démarches auprès des différents partenaires afin qu'ils apportent aussi leur contribution à ces efforts d'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants. C'est là que je vais vous parler de projets comme STEP, projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, où nous avons bénéficié dans le petit nord de la province de 11 écoles et de bien d'autres projets que nous pouvons vous citer. Toujours dans le cadre des avancées, nous assistons, vous l'avez dit vous-même, à la remise des manuels scolaires, non seulement aux enseignants, mais également aux élèves. Les manuels de français, de mathématiques, de sciences, de zoologie, chimie et ainsi de suite. Et elles sont distribuées en grande quantité, de telle sorte que l'on soit dans une école publique que dans une école privée, toutes les écoles puissent en bénéficier. Les dictionnaires, Larousse des poches, illustrés, universels, ont été également remis aux écoles, tout ça dans la logique d'améliorer la qualité de l'enseignement. Nous ne pouvons pas passer sous silence la paie régulière du salaire des enseignants. Bon, c'est parce qu'on n'a pas été prévenu quant à ce. Je pouvais vous ramener l'évolution de la paie des enseignants en province Nord Kivu. Et j'en reviens à la question que vous avez adressée au CECOP, c'est qu'actuellement, nous avons 30 000 enseignants payés en province du Nord Kivu, contre 13 000 enseignants non payés. Mais jadis, on les comptait à moins de 10 000. Mais chaque année, il y a des entrées dans les fichiers paye. En plus de ça, nous avons au sein de nos écoles primaires les frais de fonctionnement qui sont régulièrement débloqués. Ce qui n'était pas une réalité il y a un temps. Et dans tous ces aspects-là, et même par rapport à ce qu'on a dit, la question de l'abandon, où les facteurs, c'est vrai, il y a beaucoup de facteurs à la base de l'abandon des enfants en milieu scolaire, dont vous avez épinglé certains, comme la question des frais d'intervention ponctuels. Nous ne pouvons pas ne pas aussi signaler l'aspect suivi des parents, des élèves au sein des écoles où ils sont vraiment une préoccupation. Et à ce moment-là, ne soyons pas étonnés d'apprendre
des cas odieux, comme le cas des enfants qui ont connu la noyade. Pendant qu'ils avaient, les parents avaient déjà payé les frais scolaires. Les parents ont remis à l'enfant les frais, au lieu d'aller payer, il va à la promenade, il va, je ne sais pas, au lac. Donc, nous devons encore revenir sur l'aspect partenariat dans tout ce que nous faisons. Le pouvoir ne va pas faire tout seul. L'aspect qualité que nous voulons requiert l'implication de tous, la collégialité, chacun à son niveau. C'est pourquoi nous parlons même de la bonne gouvernance en milieu scolaire. Pour ce qui concerne les finances, pour ce qui concerne la gestion des bâtiments scolaires, pour ce qui concerne l'assainissement du milieu scolaire, l'aspect pédagogique, ça requiert l'implication de tous. Les salaires, nous sommes conscients que jusque-là, il n'est pas décent. Et le pouvoir est en train d'y travailler afin que progressivement, nous puissions atteindre les seuils voulus afin que la charge des parents, en ce qui concerne la contribution à la scolarité des enfants, puisse continuer à baisser. Nous devons également préciser que même si nous pouvons chercher à atteindre l'idéal, qui est celle de la prise en charge totale de la scolarité par les pouvoirs publics, il y a ce que nous appelons les frais indirects. Les frais indirects, en tout cas, ça nous savons que ça sera toujours une charge des parents. Et quand je parle de frais indirects, nous devons retenir que ce n'est pas l'État qui va acheter l'uniforme. Par exemple, aux élèves. Ce n'est pas à l'État d'acheter les fournitures scolaires des élèves. Ces frais indirects demeureront à la charge des parents, mais progressivement, nous sommes sur la bonne voie et nous savons qu'avec les concours de tous, nous pourrions atteindre, n'est-ce pas, les seuils voulus pour que nous puissions parler, n'est-ce pas, de la suppression de paiement de frais et par les parents. Mais aussi, nous vous remercions parce que par le temps qui court, vous acceptez toujours non seulement de nous envoyer les enfants, mais également d'apporter votre contribution à ce que l'État alloue au secteur en guise de salaire des enseignants, en guise de frais de fonctionnement, en guise de contribution, de construction, pardon, et aux gestionnaires des écoles. Alors que la loi demande un édit provincial, je sais que, qui dit les charges des entités, c'est dans tous les domaines, en commune, en territoire, dans le Nyumbakumi, là déjà la sensibilisation doit commencer, de sorte que chaque parent sache que l'éducation de l'enfant est un droit. J'aimerais souhaiter que les honorables députés nous donnent un mot là-dessus. Inviter les entités, les bourgmestres, les administrateurs, les chefs de chefferie, déjà là à la base, de voir avec un œil vigilant ces problèmes de l'éducation. Je crois que vous pouvez en dire. Je me suis présenté comme député provincial, mais je suis aussi président de la commission socio-culturelle, environnement et ressources naturelles au sein de l'Assemblée provinciale. En fait, dans la mission du député s'inscrit aussi cette question que vous soulevez, c'est-à-dire édicter des lois. Nos lois, nous les appelons des édits qui s'étendent sur la province. Et nous allons retenir que ces lois, disons les édits, peuvent émaner du député, ils peuvent aussi émaner, disons, d'autres concitoyens. Et à ce moment-là, il y a la différence entre proposition et projet d'édit. Et que donc, à ce niveau, les édits nécessitent une technicité élevée. Mais avec notre expérience, avec votre contribution, je crois que vous allez venir nous accompagner dans ce cadre-là, parce que ça nécessite aussi des moyens suffisants. Mais s'agissant de l'éducation, je crois que ça nous concerne nous tous.
on l'a souligné ici, pour se mettre debout, parler au compte de la population, ne serait-ce qu'avoir fréquenté les études est un atout majeur. Voilà pourquoi, à notre niveau, nous allons, n'est-ce pas, nous exercer à inviter régulièrement nos services, et je crois que ceux qui sont ici présents ne seront pas mécontents lorsque nous allons utiliser nos instruments par des questions orales avec débat, des interpellations, parce qu'il y a une question importante qui surgit. On remarque que pour que l'éducation ait sa place exacte, il faut nécessairement qu'il y ait du sérieux dans ce que nous faisons, accentuer davantage et cibler surtout la question sanction. Il est vrai que la sanction est là, mais vous estimez qu'elle n'est pas suffisante et que donc nous allons appuyer sur l'accélérateur dans nos différentes plénières qui vont suivre. Je crois que c'est sur ces mots que je peux me limiter en appelant nos compatriotes à envoyer les enfants à l'école dans les coins et recoins de la province. Au niveau national, international et même communautaire, si vous parcourez même notre constitution, c'est à partir des articles vers 40 jusqu'à 60 que c'est là que vous trouvez certains articles sur l'éducation comme droit et de son organisation. Mais comme organisateur, je ne peux plus revenir tout ce qui a déjà été dit. Je crois que vous avez commis une erreur de minimiser la portée de l'émission en lui accordant un petit temps. La fois prochaine, je vous inviterai à nous donner une journée pleine, si même pas deux, pour que nous comprenions ensemble le rôle de tout et chacun dans le domaine de l'éducation. Parce que ici, nous avons seulement, je dirais, effleuré l'éducation, pourtant elle nous interpelle. Moi qui vous parle, je suis fils d'enseignant, papa et maman. Moi-même enseignant, parce que formé pédagogue. Alors, comme président, je ne sais pas comment vous vous appelez, comme dans l'organisation des CONEPT, vous avez parlé de coordonnateur. Je vous inviterai à ce que ça ne soit pas une organisation seulement provinciale, mais qu'elle soit plutôt nationale. Parce que vous vous rendrez compte que l'éducation, dans son organisation, elle est d'abord familiale, la famille d'abord, élargie comme restreinte, territoriale comme vous avez eu à les toucher, et territoriale c'est du village jusqu'à la province et jusqu'à la nation tout entière. Alors c'est comme un carrefour à développement, on dirait c'était fourre-tout l'éducation, elle nous rattrape, chacun à son niveau. Alors, moi je ne sais pas vraiment placer un mot, mais je comprends qu'elle nous interpelle tous. Trouver un peu plus de temps, notre disponibilité est permanente pour que nous soyons capables de déterminer à travers un atelier les tâches de tout et chacun pour que cette action de l'éducation, de cette éducation soit parfaite. C'est chacun qui doit y apporter sa pierre. Et je peux m'arrêter là, espérant que nous aurons plus encadré, plus... Parce que la CONEPT est une organisation nationale, coalition nationale pour l'éducation pour tous en République démocratique du Congo. CONEPT RDC, qui a ses antennes maintenant dans chacune des provinces. Notre rôle sera de continuer avec l'expansion de la maison dans les coins et les recoins de la province pour sensibiliser. Que cela ne tienne, nous allons terminer par
féliciter tout le monde, remercier tout le monde qui a pris part à cette émission, en commençant par l'autorité provinciale ici représentée. Et nous allons féliciter l'Assemblée provinciale qui a accepté de prendre part à cette émission. Nous remercions grandement son Excellence Madame le ministre provincial en charge de l'éducation qui a accepté de prendre part. Tous nos gestionnaires, les gestionnaires de l'éducation, les sous-prophètes, les coordinateurs, jusqu'à leurs autorités, les prophètes, l'IPP, les ECOP, nous disons félicitations à vous. Félicitations aux divers membres de la politique qui ont accepté de venir donner leur contribution à ce débat. Félicitations aux parents, partenaires incontournables du système éducatif. Félicitations à vous, chers camarades, membres de la société civile. Nous allons chuter en disant ceci: l'éducation, c'est notre maison, c'est notre affaire. Nous tous, chacun à ce qui le concerne, doit y mettre du sien. À ce propos-là, nous allons... Je vais demander ici, voilà que c'est vraiment une assise importante, mais seulement c'est demander aux gestionnaires d'école, tels que les amis l'ont dit, que la place de l'enfant sera à l'école, qui ne tiennent pas vraiment beaucoup sur les frais, mais qui laissent la liberté aux enfants d'arriver à finir aussi à étudier. Si on vit la musique qui sont chassés, ça ne pourra même pas nous amener quelque chose de beau, et aussi les résultats des enfants seront toujours faussés. Mais aussi, nous, proches de la population, nous vous garantissons que nous allons continuer à sensibiliser les parents, d'arriver à satisfaire aussi et à arriver à remplir à leur devoir. Parce qu'un parent, quand il a mis son enfant au monde, il doit s'assurer que cet enfant a ses droits et l'enfant doit étudier. Ça, nous allons le faire au niveau des entités. Aussi arriver à bannir certaines coutumes qui arrivent à décourager les enfants.